Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Ils se réclament tous de l'opposition, ceux qui contestent le pouvoir en place en Afrique comme un peu partout dans le monde. Mais dans cette opposition, il y en a qui sont souples, sont flexibles. Ils peuvent même se permettre d'un certain nombre de compromis avec le pouvoir en place. On les appelle opposition modérée. Cette opposition modérée est opposée à une autre opposition, l'autre type, l'autre catégorie d'opposants qui ne souffrent pas du tout le pouvoir en place. C'est pratiquement du tout ou rien. Ils n'acceptent aucun compromis, c'est du tranché. Avec cette posture, on se demande quelle est la bonne et la mauvaise opposition. Peut-on d'ailleurs parler de bonne ou de mauvaise opposition? Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir, vous êtes sur Parler politique, 19e numéro. Notre thème de ce soir, c'est oppositions africaines, modération ou radicalisation. Nous parlerons de ce thème ce soir avec un invité de marque dont le seul nom est évocateur pour beaucoup d'Africains d'une certaine génération, même des générations présentes. Il suffit de connaître l'histoire du continent. J'aurai le plaisir de vous présenter cet invité juste après cette ponctuation. Une fois de plus, madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Parler politique sur la belle télévision et radio, votre chaîne panafricaine internationale, la marque de l'Afrique, l'image du continent. Avec nous ce soir pour parler oppositions africaines, radicalisme ou modération, nous avons M. Nathaniel Olympio. Olympio, ce nom devrait dire beaucoup de choses à beaucoup d'Africains. Monsieur Nathaniel Olympio, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation ici au studio de la belle télévision et radio à Libreville pour parler de ce thème. Parce que dans les rues de Yaoundé, de Lomé, de Dakar ou du Gabon, de Libreville, on parle souvent d'opposition en termes de position radicale et d'opposition modérée. Est-ce que ça tient la route, ce genre de concept? On est opposant ou on ne l'est pas? On est du pouvoir ou on ne l'est pas? Dans tous les cas, nous sommes ici avec un homme politique qui va nous donner sa lecture de ce concept et sa vision de la pratique oppositionnelle dans les paysages politiques africains. Une fois de plus, merci d'être avec nous, M. Olympio. Mais avant de commencer notre discussion, je vous propose de rafraîchir notre mémoire avec cet élément. 3 jours d'affilée de manifestations dans les rues de Lomé. Le collectif Sauvons le Togo maintient la pression sur le régime du président Faure Gnassingbé. Une autre coalition de partis politiques Arc-en-Ciel s'est jointe à la mobilisation pour mieux faire écho de son combat. Nous avons mal au cœur et nous sommes fatigués de la manière dont Faure Gnassingbé et son équipe gouvernent le Togo. Il faut qu'il quitte le pouvoir. Vous avez dirigé longtemps le Togo, maintenant laissez la place à d'autres pour qu'on voit s'il n'y aura pas de changement dans la gouvernance. Des manifestations non dispersées par la police, mais plutôt dans une ambiance bon enfant. La vague rouge a convergé vers le centre-ville avec un seul mot d'ordre. La limitation du mandat présidentiel avec effet immédiat et une élection présidentielle à 2 tours. Ça suffit. Nous ne voulons plus de démocratie au rabais. Nous ne voulons plus de démocratie de façade dans ce pays. Les gens nous font croire que nous sommes en démocratie, mais ils font tout pour appliquer les principes les plus vils de la dictature. Ça suffit. Il faut qu'on arrive à mettre un terme à ça. On ne peut plus accepter. Nous allons empêcher ce régime de faire des élections si ces élections ne nous paraissent pas transparentes. Depuis juin dernier, l'opposition togolaise descend dans les rues du pays pour, selon les responsables, réclamer de meilleures conditions d'organisation des élections prochaines et le respect des libertés politiques et des droits de l'homme. Voilà, Monsieur Nathaniel Olympio, une fois de plus, merci d'être avec nous ce soir. Je commence par vous poser une question simple. Qu'est-ce qui explique votre voyage à Libreville en ce moment? Vous êtes ici pour chercher des soutiens? Je suis chez moi à Libreville, au Gabon, et donc l'Afrique ne se limite pas au Togo, ne se limite pas à Lomé. Et vous savez que on ne peut plus aujourd'hui
concevoir et conduire un pays en restant en autarcie. Il faut donc s'ouvrir à d'autres horizons. Mais à Libreville, au Gabon, je suis chez moi. Alors, vous êtes chez vous au Gabon, mais comme je vous ai présenté tout à l'heure, vous êtes Nathaniel Olympio. Beaucoup d'Africains savent ce que c'est. Peut-être la génération actuelle, ça n'a pas encore bien maîtrisé son histoire. C'est un nom évocateur. Mais dites-nous vous-même, qui est-ce que vous êtes? Nous savons que vous êtes président du parti togolais, un parti politique d'opposition au Togo. Mais un peu plus, qu'est-ce que vous pouvez nous dire brièvement de votre stature politique, de votre état politique? Parti des Togolais, dont je suis le président. Pour comprendre le parcours du Parti des Togolais, il faut d'abord comprendre l'état de la politique au Togo. L'opposition togolaise aujourd'hui affronte un régime qui est en place depuis plus d'une cinquantaine d'années et qui dirige le pays de manière très sévère, pour ne pas évoquer les répressions. Et donc, ce pourquoi les Togolais sont dans la rue, c'est cela. Et connaître une alternance à la tête de l'État. Et le Parti des Togolais, qui est un jeune parti, relativement, ça fait 4 ans que nous sommes présents sur la scène politique. Et notre vision, c'est de conduire à une alternance de manière pacifique, parce que la manière dont on accède à une alternance détermine l'état du pays après l'alternance. Il est donc important d'avoir la notion de stabilité après l'alternance pour pouvoir consacrer l'essentiel des énergies au développement et non à chercher à endiguer des violences qui s'exprimeraient après l'alternance. Comme c'est le cas en ce moment. Mais je voudrais immédiatement vous poser la question. Dans quel camp vous trouvez-vous au Togo? Camp des modérés ou camp des radicaux? D'abord, commençons par vous demander, que pensez-vous de ce concept de position radicale ou d'opposition modérée? Je pense que les gens aiment toujours mettre les organisations dans des cases pour mieux les distinguer. Mais parfois, ce type de cloisonnement est difficile à réaliser parce que c'est le terrain qui commande, parce que lorsqu'on mène une lutte de libération, ce qui est le cas du Togo aujourd'hui, parce que les Togolais aspirent à une démocratie qu'ils n'ont pas encore eue entre les mains. Donc, lorsqu'on aspire à une démocratie et qu'on est engagé dans une lutte, il faut de la cohérence. Il faut également de la continuité dans cette cohérence-là. Et il faut de la fermeté. Parce que quand vous affrontez un régime qui est fermé et qui ne montre pas de signe d'ouverture, il faut que ce que vous réclamiez, vous le réclamiez avec beaucoup de fermeté, avec beaucoup de rigueur, dans le respect de la dignité des gens, dans le respect de l'honneur des gens, mais avec beaucoup de fermeté. Alors, je vous repose donc la question maintenant. Ce que vous expliquez, vous l'expliquez très bien, mais dans quel camp vous trouvez-vous? De C14, donc ce que tout le monde connaît comme être la coalition des partis radicaux, de l'opposition radicale, ou alors vous êtes de l'opposition modérée? Ça fait quand même... Le PT, le Parti togolais du travail. Le Parti togolais, le Parti togolais. Il est dans la coalition de 14 ou il est dans le camp de l'opposition modérée? Alors, ça fait plus d'une année que je suis invité sur les plateaux de télévision et dans les studios de radio. C'est la première fois que j'entends un journaliste dire que la coalition des 14 partis de l'opposition, ce sont des partis radicaux. C'est la toute première fois. Mais ce que je peux dire, c'est que oui, le Parti des Togolais est membre de la coalition des 14 partis de l'opposition. Et que demande cette coalition? La coalition demande à ce que l'on puisse avoir des réformes constitutionnelles, qu'on puisse avoir des réformes institutionnelles et que l'on puisse avoir des réformes électorales, de manière à ce que la vie de la nation soit effectivement régulée par des élections qui soient acceptées par l'ensemble de la classe politique. Malheureusement, au Togo, aujourd'hui, les élections sont toujours source de tension. Donc, lorsqu'on est dans ce cas de figure, il faut absolument être dans une
cohérence de ces revendications. Il faut être dans la continuité de cette cohérence-là et il faut faire preuve de fermeté. Il ne s'agit pas d'être inflexible, pas du tout, mais il s'agit de savoir ce que l'on veut, de demander ce que l'on veut, d'exiger ce que l'on veut et d'exercer les pressions que l'on peut pour obtenir ce que l'on est en train de rechercher. Et situé dans l'auditeur et le téléspectateur des labels, vous êtes dans le C14, alors, si je comprends bien. Nous sommes membres de la coalition des 14 partis de l'opposition. Est-ce qu'il est facile à quelqu'un aujourd'hui au Togo qui est du C14, mais peut-être même avant que je ne vous pose cette question, je voudrais commencer. Il y a quand même en dehors du C14 d'autres partis d'opposition qui ne font pas partie du C4, de la C14. Il y a effectivement des partis qui ne sont pas membres de la coalition des 14 partis de l'opposition. Et c'est là dont on dit, vous avez dit tout à l'heure que vous faites beaucoup de partis de télévision, que c'est la première fois que vous entendez parler de C14 comme radical, comme une coalition de partis politiques radicales. Je vous le concède, mais je voudrais quand même dire qu'en dehors de la C14, on estime que les autres sont de l'opposition, mais modérés. Ça également, c'est peut-être la première fois que vous entendez de modérés par rapport à... Alors, je ne pense pas que des gens, des combattants de la liberté, qui se battent donc pour obtenir un espace de liberté, pour obtenir la démocratie dans leur pays, je ne sais pas en quoi est-ce qu'on doit les qualifier de radicaux. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça renferme, ce terme, en réalité? Il s'agit d'être en harmonie avec ce que l'on est en train d'exiger. Le peuple togolais veut plus d'espace de liberté. Le peuple togolais veut la démocratie. Le Togo est le seul pays de la sous-région Afrique de l'Ouest à n'avoir jamais connu d'alternance. L'exiger, est-ce que c'est faire preuve de radicalisme? Mais les approches ne sont pas les mêmes. Les approches ne sont pas les mêmes entre la coalition des 14 et les autres. Alors, moi je vous parle de ce que nous faisons. Ce que nous faisons... Mais vous observez également ce que le camp d'en face fait. Oui, mais c'est pour faire la différence entre les deux concepts. C'est plus aisé pour moi. Donc je voudrais dire, la C14 c'est peut-être l'opposition ferme, je vous emprunte ce mot, peut-être le mieux, n'est-ce pas, que radical, et que l'autre est une opposition, vous n'allez pas... moi je ne veux pas non plus dire qu'elle est molle, mais elle est néanmoins souple par rapport à vous. Je ne sais pas ce que ça veut dire la souplesse dans le contexte politique où l'on recherche un espace de liberté et de démocratie. Je ne sais pas ce que ça veut dire être souple. Et lorsque vous aspirez à une démocratie, vous n'avez pas d'autre option que la démocratie. Vous la voulez à moitié? Vous voulez être souple pour avoir une démocratie molle? Je ne sais pas ce que ce concept renferme précisément. Pour ma part, lorsque vous vous battez pour avoir un espace de démocratie, vous devez l'exiger, vous devez vous battre pour, vous devez argumenter, vous devez être cohérent, vous devez être ferme pour que l'avènement de cette démocratie puisse être quelque chose que l'on voit arriver. Mais si vous me dites qu'il faut brader cette lutte-là pour faire preuve de mollesse ou de je ne sais quoi, je pense que vous perdrez l'essence même de la lutte que vous êtes en train de mener. Parce que cette lutte-là, elle n'a pas deux options. Ou on se bat pour la démocratie, ou on fait partie de la dictature. Il n'y a pas une troisième voie qui puisse être empruntée difficilement dans tous les cas. Monsieur Olympio, je vous ai présenté tout à l'heure, et c'est pour nous un honneur de vous recevoir ici. Vous êtes le digne fils de votre père, et vous allez nous le confirmer. Alors, et Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance du Togo, vous avez un grand frère qui s'appelle Gilchrist Olympio, qui, je pense, a toujours été un opposant ferme, déjà, vous me corrigerez, à l'époque du père Gnassingbé, donc Gnassingbé et Dayadema, il a continué cette lutte avec Faure Gnassingbé en ce moment, sauf que ces derniers temps, je pense qu'il est dans la majorité, ou alors en tout cas il n'est pas de la C14, mais son parti n'est pas de la C14. Alors je voudrais vous poser une question. D'abord, vous avez fondé un parti politique, le Parti togolais. Votre grand frère a un parti politique qui existe depuis longtemps, l'UFC. Pourquoi n'être pas membre du même parti, de militer dans le parti déjà créé par votre grand frère, vous en créez un autre? Est-ce que, et c'est la question contingente, la famille Olympio
ne risque-t-elle pas d'être taxée demain si elle arrive au pouvoir de la même façon qu'on est en train de parler de la famille Eyadema, pour dire qu'il n'y a pas que des Eyadema et puis les Olympios? Alors, Sylvanus Olympio, c'est mon grand-père. Gilles Christ Olympio, c'est mon oncle. Mais je pense que ce serait une grave erreur que d'identifier ce que font les gens par leur patronyme. J'ai une conviction que je défends. Et je pense que la défense de cette conviction-là n'a strictement rien à voir avec le nom que je porte. Je suis entré en politique il y a 4 ans à peu près. Je n'en avais jamais fait. Et je ne serais jamais entré en politique si la manière dont mon pays était dirigé convenait à l'espace de démocratie que les Togolais voulaient. Il y a plusieurs partis politiques au Togo. La conviction qui est la mienne, les principes qui sont les miens m'ont conduit à m'opposer à ce régime-là. Et je m'y oppose de manière ferme et déterminée parce que, après plus de 50 ans d'exercice de pouvoir par le même régime, les Togolais aspirent à autre chose. Les Togolais ne veulent plus que ce soit le Togo soit le seul pays singulier dans la CEDEAO qui n'est pas connu d'alternance. Et pour l'UFC, le parti de votre oncle, merci pour la précision. Donc là également, vous nous partagez par la même vision politique. Je crois que ce qui est important, ce sont les actes que les gens posent. Le régime est un régime qui n'offre pas d'ouverture. Et à chaque fois que des gens ont essayé de collaborer avec ce régime, eh bien, ils ont toujours été phagocytés par ce régime. Ils ont toujours été étouffés par ce régime-là. Parce que le régime n'a pas encore compris que la rotation du pouvoir est une nécessité pour la dynamique de la démocratie. C'est pour cela que depuis août 2017, les Togolais sont massivement dans la rue. Vous venez de l'illustrer par un de vos éléments. Les Togolais sont dans les rues pratiquement chaque semaine pendant plusieurs mois pour contester ce régime. Mais malheureusement, malgré les facilitations qui sont en cours, le régime ne fait pas encore preuve d'ouverture, de compréhension de la colère des Togolais et la compréhension de la nécessité de faire preuve de beaucoup plus d'ouverture. C'est pour cela qu'il faut être ferme. C'est pour cela qu'il faut être déterminé. Et cela n'a strictement rien à voir avec du radicalisme. C'est simplement être en cohérence avec ses principes, être en cohérence avec ce que l'on défend et se battre pour le défendre avec beaucoup de vigueur. Et je reviens sur ma question sur l'UFC de l'autre Olympio, votre oncle. Donc, comme lui collabore en ce moment avec le régime, parce que je pense qu'il n'avait... Dans tout le cas, il travaille, il n'est pas dans la posture de la C14, alors... Sa vision, il s'est trompé en décidant de travailler finalement avec le régime, ou en tout cas de travailler dans le cadre de ce régime, même si ce n'est pas avec le régime. Je pense que vous leur poserez la question. Ils sont membres du gouvernement depuis 8 ans et à eux d'apprécier les résultats produits par l'accord qu'ils ont signé avec ce régime. Et donc, pour ce qui concerne le Parti des Togolais, nous avons adhéré à la coalition des 14 partis de l'opposition politique parce que nous incarnons cette volonté de voir un changement s'opérer à la tête de l'État. Et comme l'État togolais n'a jusqu'à présent pas fait preuve d'ouverture et n'a jamais respecté les accords signés, il y en a eu, le dernier en date de 2006, ce qu'on appelle l'APG, l'accord politique global, qui n'a jamais connu une exécution effective, et ce qui a conduit à la résurgence d'une nouvelle crise depuis août 2017 et qui a nécessité l'intervention de la CEDEAO qui a désigné 2 facilitateurs en les personnes du président Nana Akufo-Addo du Ghana et Alpha Condé de Guinée. Cette facilitation qui a débuté en février 2018 à ce jour a produit une feuille de route qui a décliner un certain nombre de recommandations. Nous allons revenir sur ça. Nous allons revenir sur ça. Je pense que je voudrais, avant qu'on continue sur cette lancée, effectivement, je voudrais vous proposer 7 autres éléments de rafraîchissement avant que nous poursuivions cette très bonne discussion.
Au Togo, la Commission électorale nationale indépendante s'active pour les législatives du 20 décembre 2018. Les membres des commissions électorales locales sont connus depuis le 14 août. La CENI entend préparer le recensement des électeurs pour disposer d'un nouveau fichier électoral. Des démarches dans lesquelles ne s'inscrit pas la coalition de l'opposition qui, pour certains observateurs, a plus à perdre en ne se joignant pas à la CENI. Il faut tirer les leçons du passé. Il y a eu des moments pareils comme ça au Togo où l'opposition n'a pas voulu envoyer ou a envoyé en retard ses membres. Ça n'a pas amené la CEI à recommencer le travail. C'est-à-dire ils ont pris le train en cours. C'est pour ça on dit allez commencer le travail avec la CENI telle qu'elle est composée et saisissez le comité de suivi de la CEDEAO. La feuille de route de la CEDEAO recommande une participation inclusive de tous les acteurs à la CENI, aujourd'hui contestée. La coalition de l'opposition annonce avoir saisi la CEDEAO à travers un mémorandum qui préconise entre autres la mise en place d'un gouvernement de transition pour une gestion commune et consensuelle du processus des réformes et d'organisation des élections. L'actuel président de la CENI contestée ne pouvait pas du tout prendre ces initiatives si il n'avait pas l'accord des pouvoirs en place. Tout ce qui était à l'envers sera remis à l'endroit. Le dialogue est toujours en cours. Les questions de fond pour un règlement pacifique de la crise politique au Togo seront abordées avec le comité de suivi de la CEDEAO attendu le 27 août à Lomé. Voilà, Monsieur Olympio, vous venez de suivre cet élément. Tout ça, c'est pour nous fixer les idées, nous ramener un peu dans le contexte togolais particulièrement. Et il y a ces élections législatives qui pointent à l'horizon pour le 20 décembre, je crois. Alors, vous étiez en train de développer quelque chose dans le sens d'un certain nombre d'éléments de la feuille de route de la CEDEAO. Je crois savoir que tout le monde, au moment où je parle, n'est pas encore d'accord pour aller à ces élections. Est-ce que ça risque d'être boycotté par la C14? Les exigences qui ont conduit les Togolais dans les rues sont très simples. Faire des réformes constitutionnelles, faire des réformes institutionnelles et faire des réformes électorales. Voilà les principales revendications avec le vote des Togolais de l'étranger, les Togolais de la diaspora. Et voilà les principales revendications des Togolais lorsque la crise a démarré. Ça n'a pas changé à ce jour. La feuille de route a préconisé des réformes, un certain nombre de réformes. Pas tout ce que la coalition exige, mais un certain nombre de réformes quand même. Et la CEDEAO, dans sa feuille de route, a également préconisé que l'on puisse aller à la suite des réformes à une élection. À quoi assistons? Au fait que le régime togolais s'est engagé de manière unilatérale dans l'organisation de cette élection, alors que la feuille de route a préconisé une démarche consensuelle, une démarche inclusive avec l'opposition de la coalition. Et donc le régime fait les opérations tout seul de recensement qui sont complètement différentes de ce que la coalition a demandé. Quand c'est comme ça, la coalition ne peut absolument pas accorder son crédit à un tel recensement, sachant qu'au Togo, et c'est un point capital que je vais vous souligner, au Togo, lorsque l'élection présidentielle a été organisée en 2015, nous avons eu l'occasion de prouver, le Parti des Togolais a eu l'occasion de démontrer l'état lamentable du fichier électoral. Et l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui est venue évaluer ce fichier-là, a estimé qu'il y avait plus de 75% des inscrits qui n'avaient aucune pièce d'identité, ni acte de naissance, ni carte nationale d'identité. Voilà l'état du fichier togolais. Et donc, aujourd'hui, la grande majorité des Togolais n'ont pas d'acte de naissance. Nous exigeons que, avant que l'on puisse se mettre à recenser les Togolais pour constituer le fichier électoral, il faut qu'on donne des actes de naissance aux Togolais à travers des audiences foraines, comme ça se fait dans d'autres pays, ça s'est fait dans d'autres pays de la sous-région, que l'on donne aux Togolais des cartes nationales d'identité qui attestent de leur citoyenneté. Après et uniquement après ça, on peut envisager d'ouvrir les listes pour l'inscription électorale. Mais si on suit ce calendrier, M. Olympio, on sera loin de tenir les législatives pour le mois prochain. Ça, c'est clair. Mais est-ce que c'est la date qui est plus importante
ou est-ce que ce sont des élections transparentes acceptées par toutes les populations qui est plus importante? Je crois que nous ne pouvons pas faire une fixation sur une date. Les Togolais sont privés de leur acte de naissance depuis très longtemps. C'est un droit naturel que d'avoir un acte de naissance. Ils ne l'ont pas. Donc, nous exigeons qu'on puisse faire des audiences foraines pour donner un acte de naissance aux Togolais. Quel dirigeant peut avoir le bon sens qu'il faut et refuser de donner un acte de naissance à ses concitoyens? On ne comprend pas. Donc, le recensement qui est fait aujourd'hui, qui est le prélude à une élection qui ne sera pas acceptée, la coalition ne peut pas donner sa caution à cette opération-là. C'est pour cela qu'il est important que la CEDEAO, qui a édicté cette feuille de route, qui a donné ses recommandations, elle doit se prononcer. Elle doit reconnaître que le régime est en dehors des clous et qu'aujourd'hui, le comportement du régime fait de cette feuille de route un échec. Et quand c'est un échec, il faut revoir les choses, il faut revoir la démarche, il faut revoir peut-être le mode même de discussion entre les protagonistes, parce que visiblement, ça ne porte pas des résultats positifs. À quoi aura servi toutes ces sessions de dialogue intercongolais ces derniers temps à la présence parfois de ces deux grands facilitateurs? Eh bien, en tout cas, quand on voit les résultats de ce que la feuille de route produit, quand on voit la manière dont le régime traite cette feuille de route, eh bien pour nous, c'est l'échec consommé. Ça veut dire que la facilitation n'a pas pu obtenir l'ouverture qu'il faut de la part du régime pour accepter que des réformes puissent se faire, pour accepter que des réformes institutionnelles puissent se faire, pour accepter que les réformes électorales puissent se faire pour qu'on ait des élections transparentes. Ça, c'est une conclusion que la CEDEAO doit tirer et nous attendons qu'elle puisse tirer les conclusions incessamment. Vous êtes en train de nous dire qu'à cette allure, parce que je crois savoir également, vous allez nous confirmer, que la coalition a sollicité que le recensement, donc l'élaboration des listes, soit reprise au-delà du délai du 25 octobre dernier. Alors, si le pouvoir ne vous entend pas, et comme le pouvoir est en train de poursuivre les préparatifs des législatives, alors nous sommes en train de nous diriger vers le boycott définitif, n'est-ce pas, des élections par la C14. Nous sommes en train de nous enfoncer dans la crise, vous voulez dire. Parce que si des facilitateurs sont arrivés, c'est bien parce qu'il y avait une crise. Et si la crise n'est pas résolue et qu'on va aux élections, ça veut dire que la crise va s'enfoncer. Au Togo, les périodes électorales ont toujours été des périodes de grande déchirure du tissu social. Et persister à organiser des élections alors que des solutions politiques ne sont pas encore trouvées, alors que des solutions ne sont pas trouvées au niveau constitutionnel, au niveau institutionnel et électoral. Tant que l'on va tant que l'on va balayer les réformes d'un revers de la main pour foncer tête baissée dans les élections, je pense que c'est prendre un risque considérable parce que personne ne saura dire ce qui sortira de ce type d'élection. En tout état de cause, la coalition, qui est dans une démarche rationnelle, qui est dans une démarche cohérente, reste ferme sur les exigences qui sont les siennes depuis le début, à savoir parler d'élection, oui, parce que nous sommes des démocrates, l'élection va rythmer la vie démocratique, mais uniquement après avoir effectué les réformes nécessaires pour garantir la transparence des scrutins. Alors, quel regard maintenant que vous portez même sur cette CEDEAO-là, parce que elle est médiatrice et à travers ses facilitateurs. Alors, mais par rapport à ces résultats, quel regard que vous portez sur son rôle? Est-ce que vous estimez que la CEDEAO est un peu laxiste, qu'elle fait un peu le jeu du pouvoir de Lomé, soit parce que le président Faure est président en exercice de la CEDEAO? Quel regard vraiment que vous portez sur le rôle véritable et de fond de la CEDEAO par rapport à la crise au Togo? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le président Buhari du Nigeria qui a pris le relais en tant que président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Et c'est vrai également que la CEDEAO s'est véritablement impliquée dans la résolution de cette crise. Mais la CEDEAO, aujourd'hui, semble très embarrassée. Très embarrassé parce que le protagoniste qu'est le régime ne respecte pas la feuille de route qui est élaborée par les chefs d'État de la CEDEAO.
Et donc, ils doivent demander des comptes à leur père. Ils doivent comprendre, chercher à comprendre pourquoi leur feuille de route n'est pas respectée. Et qu'est-ce qu'ils entendent dire aux Togolais? Nous les attendons. Les Togolais attendent que les facilitateurs ou le comité de suivi viennent s'exprimer sur la manière dont la feuille de route est mise en œuvre. Est-ce qu'ils sont satisfaits du déroulement des événements? C'est à eux de le dire. En tout cas, ils doivent prendre leurs responsabilités et les Togolais n'accepteront pas que l'on puisse escamoter leur lutte, que l'on puisse leur imposer une élection qui ne résoudra aucune crise en ce moment-là. Et la CEDEAO se mettrait dans une posture très indélicate vis-à-vis du peuple togolais. Alors, est-ce que tout ne revient pas à dire que personne, véritablement personne, ne peut résoudre la crise au Togo que les Togolais eux-mêmes? Mais absolument. Pourquoi vous ne parvenez pas finalement à vous entendre? Il relève de la responsabilité des Togolais de résoudre leurs problèmes. Mais il est également de la responsabilité de la CEDEAO, espace communautaire à laquelle nous appartenons, qui a édicté une règle qui indique qu'aucun président ne doit faire plus de 2 mandats à la tête des pays. Aujourd'hui, au Togo, le chef de l'État est dans son 3e mandat actuellement. Et donc, ce qui est important, c'est que le peuple togolais sait ce qu'il veut. Et il se bat pour cela. Nous, responsables de la coalition, nous devons être à l'écoute de ce peuple encore davantage pour que la manière dont nous conduisons la lutte puisse au final aboutir à des résultats qui correspondent aux attentes du peuple togolais. Et c'est là où nous devons trouver les voies et moyens, sortir des sentiers battus, être beaucoup plus ingénieux pour exercer davantage de pression. Des pressions qui vont amener le régime à discuter sérieusement du fond du problème. Parce que quand on est responsable, on cherche à résoudre les choses de manière à préserver l'avenir. Le Togo, c'est un petit pays où nous sommes à peine 7 500 000 habitants. Nous aspirons tous à vivre dans un espace libre et que tout le monde puisse apporter sa contribution à la création de richesses dans le pays. Pour cela, il faut qu'il y ait une stabilité. Donc, le travail que nous faisons à la coalition et qui est aussi important en termes de prise en compte de la notion de stabilité, le travail que nous faisons consiste à exercer autant de pression que possible pour amener le régime à accepter de discuter du fond des sujets, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, et c'est pour cela qu'il ne marque pas l'ouverture à accéder aux réformes que nous demandons. Il faut donc que la coalition soit beaucoup plus forte dans ses revendications, soit beaucoup plus incisive dans sa démarche, et que la CEDEAO comprenne que nous n'allons pas accepter que la lutte soit escamotée parce que un régime s'arc-boute sur ses postures et ne veut pas évoluer. Très rapidement, nous tirons là vers la fin. Il y avait une demande, une exigence, voire une fixation sur le départ de Faure Gnassingbé, en tout cas qu'il ne soit pas partie du jeu lors de la prochaine présidentielle. C'était une condition sine qua non. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? La coalition a même exigé que nous ayons une transition politique pour mettre en œuvre les réformes. Le fait que le régime à qui la CEDEAO a confié le soin de conduire les réformes, eh bien, l'échec de la feuille de route montre bien que il est absolument indispensable que l'on puisse mettre en place une période de transition pour élaborer toutes les réformes nécessaires. La question de la candidature du chef de l'État actuel, eh bien, c'est une question de bon sens. Je vais vous dire une chose. Le régime a introduit un projet de révision constitutionnelle dans lequel il est inscrit que le mandat du président de la République est limité à 2 exercices. 2 mandats et pas plus. Si on introduit un projet de loi avec cette clause-là, ça veut dire que l'on a intégré le principe de ne pas dépasser 2 mandats par personne, n'est-ce pas? Alors,
Le bon sens veut que celui qui a déjà fait 3 mandats ne puisse plus se présenter à un 4e mandat. Ce n'est même pas une question de rétroactivité d'une loi, c'est une question de bon sens et de cohérence. Mais on ne peut pas faire une chose et son contraire. Nous n'allons pas engager ce débat ici. Je voudrais dire que ce que vous dites est tellement pertinent, mais si on entre dans les méandres de ce juridisme, quelqu'un vous dira que bon, c'est une nouvelle disposition, donc c'est vierge, tout le monde est au point de départ, donc il peut se prévaloir que bon, ça c'était pour la législature ou une ancienne législation, la nouvelle voudrait que, et donc comme tout Togolais, je peux me prévaloir de cette législation pour me porter encore candidat. Bon, mais comme vous le dites, il n'y a pas que ça, il y a également le bon sens, comptons sur le bon sens, mais avant, je voudrais qu'on aille vers la fin, sortir de cette émission, avec ces derniers éléments que je vous propose de regarder avant de terminer, de conclure notre discussion. Ce sera au mois de décembre prochain, précisément les 16 et 20 décembre 2018, que vont se tenir successivement les élections locales togolaises, suivies du référendum sur les réformes constitutionnelles, puis les législatives. Une annonce faite par Kojona Kadanga, président de la Commission électorale nationale indépendante, qui soulignait dans le même temps que la CENI était prête à faire face à ces différents scrutins. Matériel électoral, ressources humaines, tout semble être au point pour ces échéances. La question qui sera posée lors du référendum n'a pas été révélée par la présidence de la Commission, mais il est fort probable que ce mode de vote par oui ou non concernera la révision ou pas de la Constitution togolaise. La question de référendum qui a fait couler énormément d'encre et de salive auprès de l'opinion publique avait d'ailleurs suscité un boycott de celle-ci par l'opposition menée par Tikpi Achadam. Les 14 partis d'opposition réunis au sein de la C14, entendez Coalition 14, n'étaient pas prêts d'accepter les modifications de la Constitution. Au contraire, elles réclamaient la mise en place immédiate de la limitation de mandat, accusant Faure Gnassingbé, actuel président, de vouloir modifier la Constitution pour pouvoir continuer de briguer des mandats alors qu'il est à la tête de l'État depuis déjà 2005. N'ayant pas obtenu la majorité nécessaire au Parlement pour changer la loi, la mesure avait été de facto renvoyée au référendum. En tous les cas, intérêt d'entendre paraît avoir désormais été trouvé, non sans conditions données par la classe de l'opposition. Parmi ces conditions, la reconstitution complète de la CENI et l'élaboration d'un chronogramme sérieux pour ces échéances à venir. Voilà, c'est notre dernière ligne droite pour sortir de cette émission. En vous remerciant, je vous repose la question qu'a posé le thème. Quelle opposition politique en Afrique? Modérée ou radicale? Alors, je vous pose la question et je voudrais vous entendre. Alors, je pense que l'opposition efficace qu'il faut en Afrique, c'est celle qui arrive à obtenir les résultats. Celle qui arrive, dans notre cas, à obtenir l'alternance que nous sommes en train de rechercher. Et pour y arriver, il faut être clair dans ses revendications pour que le peuple sache ce que nous sommes en train de revendiquer. Il faut être en harmonie avec ce peuple-là. Et il faut être ferme et cohérent dans ce que l'on est en train de revendiquer. Vous savez, les Togolais, comme tous les peuples du monde, aspirent à un mieux-être, aspirent à pouvoir disposer d'un emploi, avoir un espace de santé qui soit propice à l'amélioration de la santé, avoir un système éducatif qui soit un ascenseur social pour que les gens puissent évoluer. Mais quand tous les centres d'intérêt des populations sont figés, sclérosés, et que les gens sont résignés dans leur misère, il y a une frustration sociale. Et au Togo, aujourd'hui, la rencontre entre la frustration sociale et la frustration politique produit ce que nous voyons comme contestation. Un régime ne peut pas être éternellement sourd à ce cri de détresse des populations. C'est pour cela que nous sommes persuadés que dans la continuité de l'action et de la fermeté, il n'y a pas d'autre alternative pour le régime lui-même que d'accepter une certaine ouverture et que tout le monde puisse vivre en paix. Aujourd'hui, les Togolais ne vivent pas en paix. Le régime lui-même, il n'est pas en paix parce qu'il y a de l'agitation dans le pays. Le samedi 3 novembre, il y a manifestation et la semaine d'après, les semaines qui viennent, d'autres manifestations sont en train d'être envisagées. Donc, le pays n'est pas dans le calme. Je pense que le bon sens, et je reviens toujours sur cette notion de bon sens, commande que l'on puisse s'écouter dans un pays, commande que l'on puisse
se pardonner également, parce qu'il y a eu des parcours difficiles pour certains. Le peuple lui-même doit payer le prix de la démocratie qu'il recherche. Et ce bon sens dont vous parlez, si, par exemple, un membre de la C14, n'est-ce pas, par bon sens, prend la main tendue par le pouvoir en place, est-ce qu'il ne va pas être traité de traître, justement, d'avoir trahi une cause? Parce qu'on l'a souvent suivi, que ce soit au Gabon, que ce soit à Yaoundé au Cameroun, que ce soit presque partout. Quand vous êtes d'un camp de l'opposition en ce moment et que vous essayez de collaborer un temps soit peu pour faire avancer les choses avec le camp du pouvoir, immédiatement on vous catalogue et vous êtes... alors, est-ce qu'il est aisé de passer d'un camp à l'autre? Quelle main tendue? La seule main tendue que les Togolais attendent, c'est qu'on fasse les réformes, pas autre chose. Donc, tant que les Togolais n'ont pas de réforme au niveau de la Constitution, des institutions dans leur fonctionnement, leur composition, et qu'il n'y a pas de réforme électorale, je ne sais pas de quelle métendue vous parlez. Que l'on rentre dans le gouvernement simplement? Non, monsieur. Le Togo a déjà expérimenté à maintes reprises les gouvernements d'union nationale. Ça n'a strictement rien donné. Ça fait quand même depuis 1990 que nous sommes dans cette crise-là. Donc il est temps que le régime s'ouvre un tout petit peu pour que les choses avancent. Aujourd'hui, rien n'avance, tout est figé et le statu quo n'est pas quelque chose de tenable dans la durée. Monsieur Olympio, je vais vous poser une question. Pour un Africain, l'Africain que vous êtes, que je suis, que nous sommes, est-ce que les oppositions telles qu'elles s'expriment aujourd'hui en Afrique correspondent à la culture ou aux traditions africaines? Est-ce que le radicalisme, moi j'aime toujours le mot, parce que ce mot est bien utilisé, c'est investi que cette fermeté, c'est du radicalisme. Alors, on ne veut pas de compromis, on ne veut pas du tout discuter. Alors d'autres estiment qu'on peut discuter et à ce niveau, il y a des différences. Donc, mais alors je voudrais savoir si face à un régime fort, que d'autres appelleraient également dictature, est-ce qu'on peut avoir une opposition modérée, souple? Ou alors, face à un régime qui est quand même un peu ouvert, on devrait avoir une opposition qui ne veut absolument pas discuter, qui souhaite absolument que tout ce qu'elle exige soit exécuté par le pouvoir. Selon vous, qu'est-ce qui correspondrait à la tradition africaine, à la culture africaine? Alors, je vous donne quelques éléments d'appréciation. Au Togo, nous sommes actuellement dans le 27e dialogue depuis 1990. 27 dialogues depuis 1990. On ne peut pas taxer cette opposition-là de ne pas être ouvert au dialogue. Première chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a eu 26 négociations, dialogues, ça veut dire que les 26 dialogues n'ont pas produit de résultats attendus. C'est pour cela qu'il y a encore une crise et que nous rentrons dans un 27e dialogue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que la posture du régime est déterminante pour l'évolution de la crise dans nos pays. Tant que les régimes vont rester fermés et répressifs, il est difficile de sortir des situations que nous connaissons. C'est pour ça que nos oppositions doivent également s'inscrire dans une cohérence, doivent s'inscrire dans une clarté de ce qu'ils réclament et d'être toujours dans la ligne première qui a été exposée, qui a été exprimée par le peuple. Si nous rentrons dans des compromissions, c'est-à-dire si, chemin faisant, nous abandonnons ce que le peuple réclame pour satisfaire nos propres besoins, à ce moment-là, on dévoie la lutte et ça devient un éternel recommencement. Ce que les Togolais... Même le pouvoir convoque toujours ce même peuple, vous savez. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par convoquer ce peuple-là, mais... Parce que même le pouvoir dit que telle chose est faite au nom du peuple. Ce qu'il faut noter au Togo, par exemple, vous avez vu les images que vous avez montrées. Ce sont des centaines de milliers de Togolais qui sont dans la rue pour s'exprimer à l'unisson, pour dire « nous voulons une alternance ». Oui, mais si les régimes, notre régime, le régime en place avait été aussi populaire, jamais il ne traficoterait les élections.
Donc, n'opposez pas le peuple, une partie du peuple contre une autre partie du peuple. Ça, c'est une dialectique propre au régime qui veut semer le flou dans l'esprit des gens. La réalité, qu'est-ce que c'est? Il y a un régime qui est en place depuis plus de 50 ans. Il est contesté. Les Togolais veulent que l'alternance vienne. C'est une logique implacable. Et ce n'est qu'une question de temps. Vous savez, les Togolais, comme tous les peuples du monde, finiront par recouvrer leur liberté, leur démocratie. Alors, et c'est ma dernière question et votre dernière réponse, quel est votre choix de société, le choix de société du Parti togolais? Le Parti des Togolais, depuis sa création en mars 2014, s'est inscrit dans un environnement où chaque Togolais va être en mesure d'apporter sa contribution à la création de richesses. Pour que cela puisse se faire et qu'on ait le mieux-être que nous voulons, il faut un espace de liberté et de démocratie. Il faut que les entreprises puissent créer des emplois pour les citoyens togolais. La jeunesse togolaise, qui est extrêmement majoritaire dans le pays, il faut qu'elle ait un avenir. Moi, je veux que le rêve des jeunes Togolais soit à leur portée. Je veux que le rêve des jeunes Togolais soit réalisé par eux-mêmes, pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Aujourd'hui, cette perspective n'existe pas pour la jeunesse togolaise. Et c'est ça le drame. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de bonnes perspectives pour votre parti et pour votre combat politique, pour le bonheur, je suppose, du Togo et de tous les enfants togolais. Et nous avons reçu ici ce soir M. Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais, n'est-ce pas, PT. Alors, nous étions en train de discuter sur la thématique oppositions africaines modérées ou radicales. Question. Nous avons compris que, selon M. Olympio, ces concepts n'ont pas de sens. Ce qui est, c'est que quand il faut défendre des valeurs, quand il faut défendre des positions, il faut les défendre fermement, mais tout en respectant les uns et les autres. Donc, les clichés opposés et opposition, ou opposants radicaux, opposants modérés, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens aux yeux de M. Olympio. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles à Parler Politique. Restez toujours bien accrochés au programme de la Belle Télévision et Radio, la chaîne panafricaine internationale, la marque de l'Afrique, l'image du continent. Bonsoir et à bientôt.